à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo des lectures de la semaine. Il y a eu pas mal de choses, j'ai un petit manga à vous présenter, j'ai ici quelques romans, il y a une belle pile, la semaine a été bien productive au niveau de la lecture et j'ai aussi découvert une BD qui est celle-ci dont je vous parlerai également. Alors, je vais commencer par celui-ci, donc qui est American Predator, qui est un livre écrit par Maureen Callahan. Ici, nous sommes aux éditions Sonatine. Donc au niveau de l'histoire, à l'arrière, il y a déjà une petite phrase qui met dans l'ambiance, je vous la cite. C'est l'un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis. Il a réellement existé et pourtant vous ignorez son nom pour l'instant. C'est ça qui m'a intriguée quand j'ai vu ce livre en librairie. Ça m'a fortement intriguée. Et j'ai décidé de l'acheter et j'ai décidé du coup de me lancer dans sa lecture. Donc nous sommes à Anchorage, c'est sur les rivages gelés de l'Alaska et on a une jeune femme qui s'appelle Samantha Conning qui termine sa journée de travail. Elle travaille dans un café et en fait elle va attendre que son petit ami vienne la chercher, mais au moment où son petit ami arrive, la jeune fille a disparu et on ne retrouve aucune trace d'elle. Tout porte à croire qu'elle a été enlevée, étant donné qu'il y a des caméras de surveillance qui montrent qu'elle a dû quitter le lieu sous la menace. Donc le FBI va arriver sur place, il y a toute une enquête qui va découler de l'arrivée du FBI pour retrouver le kidnappeur. Il va y avoir des demandes de rançon pour cette jeune fille, mais on ne va pas retrouver la jeune fille en question. Et plus ou moins par hasard, un jeune homme va être arrêté. Un jeune homme dont le nom est Israel Case, qui est un garçon tout à fait banal, qui a vraiment un parcours classique, qui n'a jamais été inquiété par la police. Mais étant donné que lors de l'arrestation pour contrôle, il a une attitude vraiment particulière, on va un petit peu plus gratter et on va découvrir en fait que cette personne est une personne extrêmement dangereuse et que c'est effectivement lui qui a enlevé cette jeune fille, mais pas que. Et en grattant un petit peu plus, on se rend compte qu'il voyage énormément et qu'à chaque fois où il a été en déplacement, on a des traces de personnes qui ont disparu. Et tout tourne autour de ceci. Donc c'est plus un reportage qu'un roman. C'est vraiment bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est un peu différent de ce que je lis habituellement, évidemment, vu qu'ici on est plus dans le reportage. Mais ça ne gâche rien. C'est vraiment très intéressant. On va suivre ce prédateur qui a sévi en fait durant des années aux États-Unis sans avoir été inquiété. Ici, il est noté note de l'autrice donc que ce livre se fonde sur des centaines d'heures d'entretien avec la plupart des agents du FBI ayant travaillé sur cette affaire. Les passages où sont décrites leurs pensées ont été rédigés à partir d'informations qu'ils ont eux-mêmes fournies. Donc par souci de clarté, les extraits d'interrogatoire du FBI ont parfois été condensés ou retravaillés. Ça, c'est la note de l'autrice. Donc, on est vraiment bien dans l'enquête. On a effectivement des interviews, on a des conversations, on a vraiment toute la réflexion des enquêteurs par rapport à l'enquête. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'est aussi extrêmement angoissant parce que quand on lit un livre policier, un polar, un thriller, on sait que c'est fictif. Donc, c'est l'imagination de l'écrivain. Donc, on a une distance. Je vous retrouve pour la suite de la vidéo. On a été interrompu hier, ce qui explique pourquoi j'ai une autre tenue. Et étant donné qu'aujourd'hui, il y a un très beau soleil qui tape contre la vitre, il fait quand même un petit peu chaud à l'intérieur. Donc, ceci explique cela. Donc, je vous parlais de ce livre-ci. J'avais terminé de vous en parler en vous disant que c'était un style de reportage sur les serial killers et sur un personnage en particulier que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Pour la suite, je vais vous parler de cette petite lecture. Alors, c'est un soupçon de sorcellerie, c'est de Michelle Harrison. On est aux éditions Seuil. Ici, c'est un tome 2. J'avais déjà lu précédemment le premier tome que j'avais bien aimé. Il est rangé quelque part dans la bibliothèque, donc je vais vous mettre l'image
Sur le côté pour que vous puissiez voir, j'avais bien aimé ce premier tome, donc il vient de sortir, c'est vraiment une sortie récente et j'avais envie de m'y plonger assez rapidement pour pas oublier en fait la précédente histoire, mais finalement c'est pas obligatoire à mon sens de commencer par le premier tome. Ici, c'est une toute autre aventure qui reprend les mêmes personnages. Il y a une ou deux petites références au premier tome, mais ça n'empêche vraiment pas de pouvoir bien suivre cette histoire-ci. Donc dans cette histoire, on va retrouver les trois sœurs, les sœurs Withershines, qui sont Betty, Fliss et Charlie. Et elles vont être embarquées à nouveau malgré elles dans une aventure parce qu'elles vont vouloir aider une petite fille qui a pour compagnie un feu follet. On comprend que c'est pas du tout normal, que les feux follets sont considérés comme étant assez dangereux et qu'il ne faut pas s'en approcher. Charlie va se faire enlever à la place de cette petite fille par des malfrats. Évidemment, Fliss et Betty vont partir à sa recherche pour la retrouver et elles vont être amenées à faire pas mal d'aventures, de rencontres. Elles vont devoir retrouver une sorcière, mais surtout une île qui, a priori, n'existe pas. Donc j'ai vraiment apprécié ce second tome. C'est toujours une histoire qui reprend des aventures, ça parle de courage. Il y a l'union aussi de ces trois sœurs qui est vraiment très agréable. Elles sont très attachantes, elles sont soudées et c'est vraiment cela qui fait leur force. Il y a de l'imaginaire évidemment vu qu'on se retrouve plongé dans une histoire de sorcières, d'objets magiques à nouveau. Donc on est vraiment bien dans cet univers que moi j'apprécie personnellement. Donc c'était une lecture vraiment très très agréable à faire. On va changer de registre avec celui-ci, c'est L'homme au murmure de Alex North. C'est ici, moi je l'ai acheté via Belgique Loisirs, mais je pense qu'à la base c'est une édition du Seuil. Ça fait un moment, vraiment longtemps qu'il était dans ma palle et j'étais très intriguée ces dernières semaines. Je me suis enfin lancée et je regrette absolument pas. J'ai adoré cette lecture, c'est vraiment génial comme livre. Donc ici, on va suivre Tom et son fils. Tom et son fils Jake. Jake est un petit garçon de 8 ans et Tom, lui, il est écrivain. Et on apprend que sa femme, et donc la mère de Jake, vient de décéder. Tom a une relation assez compliquée avec son fils. On comprend qu'il fait vraiment beaucoup d'efforts, mais que c'était vraiment sa femme qui était beaucoup plus proche de son fils. C'est avec elle qu'ils avaient une relation privilégiée. Lui, il avait un peu du mal à trouver sa place. Donc là, il se sent un peu... un petit peu mal, il ne sait pas comment approcher son fils, comment creuser, comment dépasser justement le fossé qui s'installe entre eux. C'est pas qu'ils ont une mauvaise relation, mais il y a une certaine distance qui reste présente et il sait pas comment justement combler cette distance. Ils vont essayer de refaire leur vie et donc ils vont déménager dans une nouvelle ville où il a acheté une petite maison. Une maison assez particulière, un peu biscornue, assez spéciale. Et c'est Jake qui à la base avait choisi cette maison. Ils vont y emménager. Cette ville, a priori, elle semble vraiment calme, accueillante, paisible. Ils vont commencer leur vie. Jake va retourner à l'école. Lui, il va essayer de reprendre l'écriture. Mais cette ville est loin d'être aussi calme qu'il n'y paraît parce qu'on va apprendre qu'un serial killer nommé l'homme au murmure, justement, a vécu et tué plusieurs enfants dans cette ville. On l'appelait l'homme au murmure parce que les enfants qui ont disparu avant leur disparition signalaient à leur entourage qu'ils entendaient quelqu'un murmurer à leur fenêtre la nuit. Et on va découvrir que Jake se trouve face au même problème, donc il entend des murmures également pendant la nuit. Je m'arrête là pour l'histoire. Évidemment, après, l'intrigue va se mettre en place. Il va se passer vraiment plein de choses. J'ai adoré ce livre, c'est vraiment excellent. C'est bien écrit. C'est des petits chapitres courts. Le livre fait un peu moins de 400 pages, mais je l'ai lu vraiment très très vite, tellement
que j'étais prise dans le suspense de ce livre. Il y a des petits moments flippants. Il y a un moment donné, enfin je le lisais avant d'aller dormir et c'est vrai que je me suis arrêtée parce que ces petits moments angoissants étaient assez présents. Donc j'ai dû changer de lecture pour prendre quelque chose d'un peu plus soft en me disant que j'avais pas non plus envie de mal dormir ou de faire des cauchemars par la suite. Donc il y a vraiment un suspense qui vous prend et qui reste vraiment présent. Il y a des rebondissements. Il y a le passé qui va se mêler au présent. C'est vraiment un excellent livre, je le recommande. N'hésitez pas à le lire, c'est vraiment génial si vous aimez évidemment ce style un petit peu angoissant, un petit peu glaçant. Le livre suivant, c'est celui-ci, Manoir, Magouille et Coq au vin. Il y a 3 tomes qui sont déjà parus de cette saga, écrit par Anne Granger et c'est aux éditions 10-18. Je vous en avais déjà parlé précédemment. J'avais lu les autres qui étaient... J'ai pu les retrouver plus facilement. Du coup, on a ces deux-ci, Cottage Fantôme et Guet-apens. L'autre que j'ai lu également, Brasier Héritage et Coup du sort. Il restait celui-ci à lire et le dernier qui vient de sortir que j'ai mis dans mon chariot à lire qui est là-bas, qui est le 4e tome. Mais donc je suis contente d'avoir lu celui-ci et d'être plus ou moins à jour dans cette saga. Je regrette pas du tout ma lecture parce que c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi bien écrit. Donc ici on se retrouve toujours dans la campagne anglaise, hein, c'est toujours le même cadre, c'est toujours les mêmes ingrédients mais qui font mouche à chaque fois, en tout cas à chaque lecture, moi je suis à fond dedans. Donc on va retrouver ici le personnage de Monty qui habite dans un vieux manoir délabré qui appartient à sa famille depuis longtemps. Donc ils avaient une richesse précédemment mais ils l'ont perdue au fur et à mesure des années. Et donc Monty se retrouve, c'est un vieil homme hein, qui se retrouve tout seul dans son manoir complètement délabré, il n'a plus l'argent pour l'entretenir, enfin c'est laissé à l'abandon mais lui ça ne le dérange pas. Et en revenant un jour de ses courses, il va découvrir un cadavre dans son salon. Un cadavre, c'est un homme qu'il ne connaît pas en plus. Il va appeler la police et l'inspectrice Jess Campbell va arriver sur place et un petit peu commencer son enquête, hein, interroger Monty, etc. etc. La question qui se pose, c'est évidemment qui est cet homme, mais pourquoi est-ce qu'il est arrivé dans cette maison précisément? Est-ce que ça a un lien avec le propriétaire, Monty? Est-ce que c'est une mise en scène? Enfin, il y a plusieurs questions qui vont se poser. L'identité de l'homme, donc du cadavre retrouvé, n'est vraiment pas facile à retrouver. Il va falloir mener une enquête approfondie pour découvrir qui est cet homme parce que c'est vraiment le nœud du problème. Sans avoir l'identité de cette personne, l'enquête est un petit peu bloquée. Voilà, Jess va commencer à interroger les voisins de Monty, la famille de Monty, parce qu'il a une sorte de cousine éloignée, cousine tante, enfin c'est une branche de sa famille qui lui reste. Et elle va faire ces petits interrogatoires comme ça pour essayer de remonter tout doucement la piste, découvrir qui est ce cadavre et quel est le lien qu'il a avec ce manoir, avec ces personnages. Et c'était vraiment top. Moi, je l'ai lu d'une traite à nouveau. C'est une excellente lecture. Les personnages sont toujours dans leur jus. Ils sont un petit peu brusques, un petit peu secrets comme ça. On se retrouve dans ces petits villages à nouveau où le voisinage connaît les petits secrets de chacun, mais on ne les divulgue pas pour autant à la police. Les gens sont méfiants. C'est une ambiance voilà, que j'apprécie dans ce style de lecture. Il y a des révélations et des surprises vraiment jusqu'au bout du livre. Donc c'est une lecture que je conseille absolument. Je vous présente la lecture suivante. Ceci, c'est L'année du gel. Le crime s'invite au château de Agathe Portail. Et c'est aux éditions J'ai lu. C'est un petit poche que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et la couverture m'avait beaucoup plu. C'est vraiment pour la couverture que je l'ai acheté au départ. Au niveau de l'histoire, on se trouve dans
des vignobles en France. Et suite à un gel qui a dévasté les vignes, Bernard Mazet va ouvrir des chambres d'hôtes dans sa propriété. Donc il a un genre de petit château avec beaucoup d'espace. Donc il décide de se lancer dans cette activité à côté. Cette activité va être gérée par sa femme et il y a un groupe de trentenaires qui va arriver, donc qui a loué les chambres pour un séjour dans ce château, dans les vignobles. Et ce groupe de trentenaires, ce sont tous des amis donc, qui se connaissent depuis des années, depuis leurs années d'études, et c'est l'occasion d'un regroupement. Le truc, c'est qu'on va retrouver un cadavre dans la chambre froide de la propriété. Et il y a une enquête qui va être faite, évidemment, et l'enquête va être menée par un inspecteur, l'inspecteur du village, qui s'appelle le major Damberel, je ne sais pas comment on prononce. C'est un petit village, donc au niveau de ce major, il a des petites tensions dans son équipe, il a il y a des petits conflits d'intérêts, donc il faut aussi être vigilant par rapport à ça. J'ai bien aimé cette lecture, par contre le rythme m'a surprise parce que ça commence directement. Donc dès qu'on ouvre le livre, les premières pages, c'est la découverte de ce cadavre dans la chambre froide. Et puis ensuite, on va passer à quasiment la moitié du livre. On va se concentrer sur le groupe de trentenaires, le groupe d'amis qui arrivent, où on va nous parler de leurs relations, des petites tensions qu'il y a entre eux, des petits secrets. Donc on apprend plein de choses sur ce groupe de trentenaires qui a évolué au fil des ans. Donc c'est intéressant, mais à un moment donné, je me suis quand même posé la question mais enfin, est-ce que ce cadavre, on va finalement savoir découvrir de qui il s'agit, à quel moment on va revenir à ce corps et à quel moment l'enquête policière du coup va commencer. Donc je ne me suis pas ennuyée, pas du tout, et c'était intéressant cette partie consacrée au groupe de trentenaires et à leurs liens, leurs relations, leur caractère et tout ça. Et la seconde partie, là, on plonge dans l'enquête. Donc c'est juste que j'ai pas l'habitude d'avoir ce rythme dans un livre, dans une lecture, mais ça n'empêche pas que dans l'ensemble, j'ai bien aimé. C'est une lecture agréable. L'enquête est bien menée avec ces personnages. C'est pas qu'ils sont attachants, mais il y a des personnages assez drôles, notamment la tante du major qui va être chargée de l'enquête. C'est un peu une mémouillale, donc elle s'occupe un peu des affaires policières de son... je pense que c'est son neveu, quelque chose comme ça. Oui, vu que c'est sa tante, c'est son neveu. Donc voilà, il y a des petits moments assez rigolos, assez cocasses. Donc j'ai bien aimé cette lecture, je l'ai appréciée, mais c'est juste que la façon dont l'histoire s'est déroulée m'a un petit peu surprise. Nous avons celui-ci qui était une de mes lectures en cours de la semaine passée et la semaine d'avant, je pense. J'ai pris un petit moment pour le lire, même s'il n'est pas épais du tout. C'est Hygiène de l'assassin de Amélie Nothomb. C'est mon premier livre de cet auteur et j'ai vraiment bien aimé au niveau de l'histoire. On va suivre Prétextat, il y a un T donc je suppose, Prétextat Tatch, qui est un écrivain renommé qui a eu un prix Nobel de littérature, qui a écrit énormément de choses et il a plus que 2 mois à vivre. Donc c'est un personnage assez particulier parce qu'il vit reclus dans son appartement, chez lui, depuis des années. Il ne sort plus, donc il y a des personnes qui se chargent de lui amener à manger, des personnes qui se chargent de faire son ménage. Il y a même une infirmière qui vient pour lui faire sa toilette parce que c'est un homme qui est obèse. Donc il est entouré d'une certaine façon, mais il ne sort plus du tout de chez lui. Et étant donné qu'il lui reste plus que 2 mois à vivre, il va accorder des interviews à tout un groupe de journalistes. C'est quelque chose évidemment à ne pas manquer, donc il y a des journalistes qui vont se précipiter pour ces entretiens, ces rendez-vous avec cet homme. Cet homme particulier parce qu'en plus de son physique, il se décrit lui-même comme étant laid, il est obèse.
voilà, il dit lui-même qu'il n'a pas un physique de jeune premier. Et en plus de ça, il est misanthrope et oui, assez particulier de manière générale. Les 4 premiers journalistes qui vont arriver vont repartir dépités, même en pleurs, parce que Prétextat s'amuse vraiment avec eux, s'amuse à leurs dépens. Il manie parfaitement les mots, donc il arrive en fait à retourner tous leurs propos contre eux, à vraiment les faire tourner en bourrique. Donc il s'amuse follement jusqu'au moment où arrive la cinquième journaliste. Donc c'est une femme qui va arriver et là les choses vont être différentes parce que ça se passe pas du tout comme il le souhaitait et cette femme va vraiment lui donner du fil à retordre. Je m'arrête là pour la petite histoire, donc après vous pouvez découvrir par vous-même la suite, sinon je vais vous donner trop d'éléments, surtout que c'est un livre il fait 220 pages, donc voilà. Je vous laisse découvrir l'histoire vous-même si ça vous intéresse, mais j'ai vraiment bien aimé cette première lecture où le mot, la maîtrise des mots est vraiment mise en avant. Il y a vraiment un jeu, il y a un duel de la parole entre les deux personnages donc, qui sont la journaliste et Prétexta Thatch. C'est vraiment, au fil des pages, on va découvrir une cruauté et un cynisme qui est de plus en plus présent, qui est de plus en plus marqué. Donc voilà, c'est une ambiance assez particulière, mais moi j'ai apprécié cette lecture, elle m'a surprise jusqu'au bout. J'ai d'autres livres d'Amélie Nothomb parce que j'en avais acheté 3 quand je m'étais décidée à me lancer. Donc j'ai encore, je ne me rappelle plus des titres, mais il y en a encore 2 qui m'attendent. Du coup, à mon avis, je les inclurai dans mes lectures prochaines. Pour la suite, nous avons une BD que j'ai commencé, c'est Complot à Versailles. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. C'est écrit par Carbone et Giulia Adragna. Dans cette BD, nous sommes à Versailles, hein, évidemment. Nous sommes dans les années 1870, on va dire, et il y a une jeune fille qui va être sauvée de la noyade par un garçon nommé Guillaume. Donc on a ici Cécile, on a ici Guillaume et on a sa sœur Pauline. Suite à cet accident, la jeune fille Cécile n'a aucun souvenir de sa vie passée. Elle ne sait même pas comment elle s'appelle. C'est elle qui va prendre la décision de se faire nommer Cécile. Et elle va résider aux côtés de la famille de son sauveur, donc de Guillaume. Et elle va devenir très amie avec sa sœur Pauline. Et on apprend que leur père est en fait tombé en disgrâce et qu'il attend le retour des beaux jours. À un moment donné, cette attente va être récompensée parce que son honneur va être lavé et Cécile et Pauline vont être conviées à Versailles pour se faire une place dans le monde. Et une fois qu'elles vont arriver sur place, il y a plein d'aventures qui vont leur tomber dessus. Elles vont découvrir un monde où il y a des complots, il y a des intrigues, il y a du danger. Et voilà, on va découvrir tout ça. Évidemment, il y a aussi le côté amnésie de Cécile qui va être abordé. Donc elle va finalement apprendre qui elle était initialement. Et voilà, ça démarre assez fort. J'ai bien aimé cette lecture, j'ai bien aimé me retrouver dans cet univers à l'époque de Louis XIV, à Versailles, dans les complots, dans les intrigues, j'ai apprécié. Les dessins sont vraiment très beaux, c'est comme ceci, je vais vous montrer quelques planches. Donc on a ce style de dessin que je trouve assez beau. Je sais qu'il y a plusieurs tomes parce que je n'avais encore jamais entendu parler de cette série. Quand je l'ai découverte, j'ai vu qu'il y avait quand même
Je ne sais pas exactement combien de tomes qui sont sortis, mais au moins une dizaine, quelque chose comme ça. Donc voilà, je continuerai sans doute à l'occasion, quand j'aurai l'occasion d'en racheter, je continuerai alors la saga du complot à Versailles. J'ai lu une dernière chose, c'est celui-ci, le petit manga L'étrange Noël de Zéro. C'est le tome 2. Alors, dans ce petit manga, j'avais déjà eu l'occasion de lire le premier tome que j'avais bien aimé. On suit les aventures de Zéro. Donc Zéro qui est le petit chien de Jack, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, bien évidemment. Donc on poursuit les aventures. Zéro s'est perdu. C'est perdu dans l'univers de Noël, donc il est à Christmas Town et il y est avec Amstramgram qui sont les trois petits chenapans qui aident entre guillemets Jack de temps en temps, et on poursuit ses aventures. Amstramgram était censé retrouver Zéro et le ramener auprès de Jack, mais étant donné qu'il n'y a pas de nouvelles des trois enfants ni de Zéro, Jack va décider d'aller lui-même et d'essayer de retrouver Zéro. J'ai vraiment bien aimé, c'est une lecture tout doux, hein, tout mignon, ça se lit tout seul, franchement, il n'y a pas des masses non plus de dialogue, hein. Donc on va retrouver les personnages du Père Noël, on va retrouver les petits personnages, voilà, de Zéro et Amstramgram. C'est vraiment tout mignon, c'est tout doux. Moi j'ai bien apprécié cette lecture. On reste dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc moi ça me va très bien. Je sais pas combien de tomes il y a en tout, mais en tout cas je serai attentive et sans doute que je me les procurerai tous, parce que c'est un petit manga que j'aime vraiment bien. Voilà, ça c'est tout pour mes lectures que j'ai eues dans le courant de la semaine. Je vais vous parler de mes lectures en cours à présent. Alors, pour commencer, il y a celui-ci, donc qui est Elantris de Brandon Sanderson. Ici, c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est la nouvelle édition apparemment. Je ne sais pas, c'est le premier livre que je lis de cet auteur. Ça fait un moment que j'avais envie de m'y plonger quand même, parce que j'ai un autre de cet auteur dans mon chariot, dans un de mes chariots à lire. Quelque chose avec les rois, la voix des rois je crois, enfin il y a 2 tomes, j'ai le tome 1 et ça faisait un petit moment que je me disais que j'avais envie de me lancer dans ces lectures, mais comme c'est généralement des beaux pavés, j'avais un peu reculé l'échéance et finalement j'ai craqué sur celui-ci. Je me suis acheté ce roman et j'ai décidé de m'y plonger. Il fait 900 pages, mais finalement ça se lit quand même assez bien, parce que je suis à la page 620 et c'est une lecture vraiment fluide. Il n'y a aucun souci, je suis bien dans l'histoire. J'apprécie vraiment cette histoire. Au niveau du contexte, hein, on se trouve... on apprend qu'il y a 10 ans, la cité d'Elantris, qui est la capitale d'un royaume, le royaume d'Arelon, a été frappée d'une malédiction. Donc cette cité, qui était avant au summum de la puissance, c'était quasiment des dieux qui habitaient dans cette cité. À présent, elle est marquée par le sceau d'une malédiction. Les portes sont closes et nul ne sait vraiment ce qui se passe derrière ces murailles. On a mis un petit mouchoir pour cacher cela et l'ôter à la vue des personnes qui ne subissent pas la malédiction. Et il y a une princesse qui va arriver, qui s'appelle Saren. Elle est censée épouser le prince Raoden, qui est l'héritier justement de la couronne, et on lui apprend que cet héritier vient de mourir. Donc là, elle se retrouve veuve d'un homme qu'elle n'a encore jamais rencontré, et selon les lois de cette cité, même si ils n'ont pas été mariés officiellement, étant donné qu'il y a eu un accord précédent, même si le prince est actuellement mort, qu'il n'y a pas eu de cérémonie, qu'il n'y a pas eu de noces, eh bien elle est tout de même considérée comme étant mariée et du coup veuve. Ça veut dire qu'elle a maintenant un statut dans cette nouvelle cité. Elle va un petit peu... c'est une femme qui est très intelligente, hein, elle a fait une activité de diplomate pour son père, le roi. Donc elle est très au fait de la vie politique, des intrigues politiques. C'est
c'est pas juste une princesse qui fait de la couture et ce genre de choses. Et ici, elle va essayer d'un peu trouver sa place. Va être très intéressée évidemment par la manière dont fonctionne la cité. Euh, Elle va être évidemment intéressée par cette cité d'Elantris qui est un peu laissée sur le côté, de la malédiction qui l'entoure, et elle va un petit peu se renseigner, elle va un petit peu chercher et essayer de découvrir toutes les choses qui sont cachées dans cette cité. J'en dis pas plus, hein, mais j'aime vraiment bien. On est dans de la fantaisie pure, comme ça fait un petit moment que je n'en ai plus lu, donc j'aime bien, c'est agréable de se replonger dans dans cet univers particulier que moi j'apprécie. Donc je vais continuer cette lecture, mais j'aime vraiment bien. Le personnage de Saren, cette princesse, j'accroche bien. Elle a des petits côtés parfois qui me dérangent aussi, mais dans l'ensemble, c'est un personnage que j'apprécie, et toutes les intrigues autour, enfin je n'en dévoile vraiment pas plus parce qu'il y a tellement plus à dire, mais sinon ça va vous dévoiler l'histoire, ce qui n'est pas le but, mais vraiment c'est superbement bien fait. Je vais poursuivre ma petite lecture avec grand plaisir. Je suis également en train de lire celui-ci, Meurtre et Charlotte aux fraises. C'est le tome 2 des enquêtes d'Anna Swenson. Ici, on est aux éditions Le Cherche Midi et c'est écrit par Joanne Fluck. J'avais lu le premier que j'avais adoré. J'ai reçu celui-ci dernièrement avec également le tome 3 qui est dans ma petite pile qui est sur la table là juste devant moi. J'ai pas pu attendre. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, il y a un jour ou deux, et je suis pas très loin, je suis à la page 103. J'aime vraiment bien cet univers. On va retrouver Anna, on va retrouver sa sœur, sa mère, évidemment, les personnages habituels qu'on a découverts dans le premier livre. Anna se retrouve de nouveau face à un meurtre où la police n'a pas l'air de vouloir vraiment s'impliquer, vraiment rechercher la vérité. On dirait qu'elle se dirige tout doucement vers classer l'affaire au plus facile. Et Anna, on sent que ça la démange de se lancer en fait sur cette affaire et découvrir vraiment ce qui s'est réellement passé. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous dévoiler des choses ou même vous dévoiler des éléments du premier livre, ce qui n'est pas le but si vous n'avez pas encore découvert cette série, mais c'est vraiment très très bien fait. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a des petites recettes de cuisine hein, qui sont intercalées après certains chapitres. Donc ici, on en a une qui est celle du pudding à l'abricot, et il y en a plusieurs hein, qui sont reprises. Dans le courant du livre, j'en trouve une autre ici, le flan hawaïen. Et on a la petite recette. Donc c'est vraiment une lecture sympa, un petit cosy mystérique que j'aime vraiment bien. C'est une saga que j'ai découverte mais que j'apprécie de plus en plus. Dernière lecture en cours, c'est celle-ci, c'est L'orpheline de Foundling de Stacey Halls. On est aux éditions Michel Lafon. Là, je suis à un tiers, je crois, bon, un petit peu moins d'un tiers. Je suis à la page 107. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps non plus, mais c'est une lecture que j'aime beaucoup. J'adore la couverture, elle est vraiment magnifique. On a ici, hop, le dos et pareil sur la quatrième de couverture. Tout est vraiment splendide, je trouve. Dans l'histoire, on va se retrouver à Londres. On est dans les années 1700, 1750, quelque chose comme ça. Et on va suivre le personnage de Bess qui vient d'accoucher. Elle vient d'accoucher, elle a une petite fille et elle se trouve dans l'obligation, étant donné qu'elle n'a pas les moyens, de déposer sa petite fille qui a à peine un jour dans un orphelinat qui va garder les enfants, qui va s'en occuper. Et il y a une opportunité de récupérer l'enfant après quelques temps si la mère, les parents le souhaitent. Tous les enfants ne sont pas acceptés. Il y a une espèce
de piochage comme ça. Il y a un nombre de places admises. Donc, si l'enfant n'est pas admis, ben, la maman ou le parent doit repartir avec son enfant et du coup, elle sera dans une situation délicate étant donné que les temps sont très durs. Et Bess se retrouve dans cet orphelinat. Heureusement pour elle, son enfant va être admis. Donc elle va la laisser là, vraiment la mort dans l'âme. On apprend elle travaille comme marchande de crevettes sur les ports. Enfin, elle est marchande ambulante et elle vend les crevettes. Elle fait ça avec son père. Elle a un frère aussi, elle vit avec son père et son frère, mais ils ont clairement du mal à joindre les deux bouts, ce qui fait qu'elle ne puisse pas garder sa petite fille actuellement. Le père de la petite fille, ben, on apprend qu'il est mort, donc elle a vraiment pas eu le choix de prendre cette décision, mais elle a clairement l'intention de venir récupérer son enfant. Et oui, je vérifiais que c'était bien mentionné pour pas vous divulguer une information importante. Et en fait, 6 ans plus tard, après avoir économisé vraiment chaque sou, Bess retourne à l'orphelinat pour récupérer sa fille. Et là, quand elle se présente avec... Enfin, elle n'a pas les documents, mais avec toutes les informations nécessaires, donc le nom, l'adresse, même le numéro qui a été attribué à son enfant, on lui dit que son enfant n'est plus présent, n'est plus à l'orphelinat et qu'en fait elle a été retirée de l'orphelinat le lendemain de son admission. Et chose encore plus étrange, c'est que apparemment la personne qui est venue la retirer l'a fait en se présentant comme étant elle-même. Donc elle a donné son nom, son adresse, elle avait toutes les informations. Et voilà, j'en suis là. Bess est assez perplexe, elle est assez désespérée parce qu'elle ne sait absolument pas qui pourrait être cette personne qui est venue récupérer son enfant à sa place. Donc j'ai hâte de poursuivre la lecture. Je suis bien à fond dedans. On est vraiment dans l'ambiance Londres, vraiment crasseux, vraiment dans la misère des gens. J'ai assez bien ce ressenti de cette pauvre Bess qui a des difficultés, qui fait tout pour récupérer sa petite fille, qui a mis tout l'argent possible de côté et qui fait face aux difficultés parce qu'elle a vraiment cet objectif de retrouver sa petite fille. Donc je vais poursuivre cette lecture. Voilà, c'est tout pour mes lectures de la semaine, mes lectures en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée